planète. Là-haut dans le ciel, le pilote exécute sa mission. L'espace aérien est son lieu de travail. Mais au sol, un personnel nombreux, représentant plus de 70 spécialités, s'active pour préparer et maintenir opérationnel le pilote et son appareil. Le personnel au sol appartient au personnel non navigant. Une base aérienne comprend 3 groupes. Le groupe de vol, la maintenance et le groupe défense et support. À l'aube, la vie sur la base reprend ses droits. Le personnel de garde exécute des contrôles au poste d'entrée de Klenebrogel. Le personnel de la base se présente pour une nouvelle journée de travail. Il est encore très tôt. Tout le monde se prépare pour le premier vol de la journée. Okay, gentlemen, good morning. Start of the brief of this flight is going to be the big of Mondoro. Bonjour tout le monde, briefing météo aujourd'hui, mercredi 30 mars. Nous sommes sous l'influence d'une zone de basse pression au sud du pays. Nous allons subir ces perturbations. Chaque matin, tout le monde suit le briefing pour se tenir au courant du planning de la journée. Il n'y a qu'un seul endroit de la base où les avions ne peuvent décoller. C'est le niveau inspection. C'est ici que se trouvent plusieurs F-16 pour l'entretien programmé. Le dog chief prépare le travail de la journée. Les équipes techniques reçoivent leur mission du jour. En ma qualité de dog chief, je suis chargé de répartir le travail. Je dois donc estimer le travail attendu durant la journée et le distribuer parmi mon personnel. J'ai également quelques stagiaires, je dois veiller à les faire accompagner de personnes déjà expérimentées afin qu'ils puissent à leur tour acquérir de l'expérience. Le dog chief est chargé de la répartition des tâches dans son équipe. Je viens de regarder l'organisation de la journée, ce que nous allons faire aujourd'hui. Il y a des breaks et des inspections. Tu devras bien encadrer Laura. Efforce-toi de la laisser faire seule un maximum de choses, mais assure-toi qu'elle exécute vraiment bien son travail. Toi, Laura, tu dois prendre le petit carnet ITOD et lorsque tu auras terminé toutes les inspections, je crois que ta journée sera bien remplie. Quand on a suffisamment de personnel, il est facile de répartir le travail. Mais évidemment, il y a des opérations à l'étranger et cela implique que des collègues s'absentent pour de longs mois. Il arrive ainsi qu'une équipe normalement composée de 4 personnes soit plus restreinte. Et dès lors, la distribution du travail devient plus ardue, effectivement. Je suis ici comme stagiaire et quand j'arrive le matin, je demande généralement à mon dog chief ou à mon parrain les tâches que je dois accomplir pour la journée. Et s'il me reste des questions après leurs explications, je peux évidemment toujours m'adresser à eux. Lorsque quelque chose ne va vraiment pas, ils n'hésitent pas à me donner un coup de main. C'est normal car au début tout est neuf et je rencontre beaucoup de problèmes. Mais bon, petit à petit, on prend confiance en soi. Je dois veiller à les aider s'ils ont des questions, c'est-à-dire s'ils ont peur parce qu'ils ne savent que faire. Il faut d'abord qu'ils viennent m'en parler. J'essaie également que leur travail soit aussi agréable que possible. J'y tiens vraiment. Les gens qui viennent travailler dans la bonne humeur font généralement très bien leur boulot. Oui, je préfère qu'ils contrôlent tout minutieusement. Ça me rassure de savoir que tout est en ordre et que je n'ai pas commis d'erreur. Vraiment, je suis très satisfaite que tout soit réexaminé encore une fois. Nous faisons le grand entretien au niveau high level. Les 300 heures, les inspections de phase, nous les exécutons ici en même temps que des collègues d'autres spécialités, électricité, armement, moteur, ce qu'on appelle concrètement le grand entretien de l'avion. Lorsqu'arrive un nouvel avion, il est d'abord nettoyé et livré chez nous après dépose du moteur. Nous disposons alors de 3 à 4 semaines pour exécuter l'inspection. Après quoi, nous faisons encore un run à l'extérieur pour nous assurer que tout est en ordre. Puis l'avion est renvoyé vers la ligne. Il est testé par un pilote qui vérifie tous les systèmes en vol.
Lorsque cet examen s'est bien déroulé, il va de l'autre côté puis revient vers la ligne où il sera de nouveau opérationnel. Personnellement, je trouve que les responsabilités du Dog Chief sont grandes, car c'est lui qui envoie quelqu'un dans le ciel. À la fin de la phase, il faut vérifier que tout fonctionne correctement, opérer un double contrôle. Vous comprenez pourquoi j'estime que ce sont des lourdes responsabilités. D'après moi, il n'y a pas trop de stress ici, car nous pouvons tout vérifier et contrôler à notre aise. Mais je crois que ce serait complètement différent si, par exemple, une erreur survenait à la ligne et qu'ensuite le pilote devrait partir immédiatement. Oui, ce serait beaucoup plus stressant. Au bureau de la ligne, le chef veille à ce que les pilotes disposent d'un appareil opérationnel leur permettant d'exécuter toutes leurs missions quotidiennes. Voici l'escadrille ligne et armement. C'est là que s'opère la maintenance au niveau 0, le premier échelon de la maintenance sur les appareils opérationnels. Chaque avion a son équipe commandée par un crew chief. Travailler autour de F-16 en mouvement n'est pas sans risque. Ici aussi, un stagiaire apprend toutes les ficelles du métier durant 3 mois. Ce qu'il faut faire et ce qui est proscrit. Aucun avion ne peut décoller sans une inspection approfondie. Nous opérons soit un pre-flight check, pre-flight, true flight et basic post-flight check. Ce sont les 4 principaux contrôles. Le matin, l'inspection initiale consiste en un pre-flight ou pre-flight check. Tout le monde arrive à 7 heures et se voit attribuer un avion. Nous vérifions tous les systèmes, les niveaux de carburant et d'oxygène liquide. En fait, nous préparons totalement l'avion pour son vol. Ce pilote peut parfaire ses qualifications, mais en tant que pilote débutant, les premiers vols sont exécutés au sol. L'Operational Conversion Unit est équipé de l'appareil idéal pour cela, le simulateur de vol. Un instructeur Flight Sim aide les pilotes durant leur formation et veille également à ce que les plus expérimentés reçoivent une formation en Emergency Handling, c'est-à-dire pour s'exercer en procédure d'urgence et contrôler le vol aux instruments. Le simulateur de vol reproduit un vol réel à près de 95%. Ici, au simulateur de vol, nous avons une équipe de techniciens sur lesquels nous pouvons compter pour préparer le système et résoudre les éventuelles pannes techniques qui pourraient survenir. Derrière la console a lieu un suivi complet du pilote réalisant la session Flight Sim. Chacune de ces manipulations est vérifiée afin de donner au pilote un retour sur l'expérience lui indiquant les domaines dans lesquels il peut s'améliorer. Une planification rigoureuse des vols est nécessaire. Les avions sont intégrés dans un système de rotation pour mission en Belgique et à l'étranger. Grâce à ce planning, on connaît parfaitement la prochaine date d'entretien de chaque avion. L'assistant Ops réalise lui-même une partie du planning des vols. Principalement, nous gérons les agendas donc, des pilotes durant toute l'année, les cours, les qualifications, la planification de leur vol. Et nous les réglons pour eux parce que leur commitment principal, bien évidemment, c'est de voler, ça comme vous le savez bien. Pour la planification, nous travaillons donc à 3 semaines à l'avance. Donc en fait, tous nos inputs que nous recevons viennent soit de Comobserve, donc ce sont des missions imposées, soit nous avons des accords, je veux dire ainsi, avec les bases étrangères, françaises, où nous organisons des rencontres, des combats aériens, je veux dire ainsi, pour la formation des pilotes. Donc ça vient un peu de tout azimut en réalité, et c'est analysé par notre officier opérationnel qui accepte ou qui n'accepte pas la mission proposée. Si, on devrait avoir, non, ça c'est le syllabus, on a celui-ci, non. Ops. Dans notre travail, en fait, en suivant, je veux dire, leur qualification, en la laissant, je veux dire, update presque au jour le jour, ça leur permet de faire face, je veux dire, à n'importe quelle situation. Ils ne peuvent pas non plus, je veux dire, ainsi partir sans être qualifiés, ce qui est un mandatory pour eux en réalité. Depuis le 21 mars, la Défense participe aux opérations dans le cadre de la crise en Libye. 170 Belges sont déployés pour Freedom Falcon et Unified Protector. For Luca, ILS runway 1331 off from 85 Zulu. Ici, c'est-à-dire que ce n'est pas nous autres qui demandons à faire tel type de mission, ça nous est imposé par l'OTAN. Donc ce que nous, on va faire, on va prendre les informations qui nous sont données. En fonction de ça, on va préparer au jour le jour les missions de nos pilotes.
La grosse différence que nous avons avec Florence, c'est qu'on travaille en coordination ici avec la météo, donc c'est-à-dire les Grecs, avec le Flight Plan Office, donc le bureau des plans de vol comme nous avons à Florence. On dépend également des Grecs. On fait la coordination ici en permanence avec la maintenance belge, avec l'armement qu'on n'utilise pas nécessairement en Belgique. Les services de renseignement reçoivent ce qu'on appelle en ATO, un Air Tasking Order. Là, on va retrouver le nom de la mission, les heures de tanker et les heures d'atterrissage et de décollage. En fonction de ça, on va planifier la mission du pilote. Lors de la mission belge Freedom Falcon, les fabricants d'armes portent une lourde part de responsabilité. Lorsque nos F-16 mettent le cap sur le ciel libyen, ils sont chargés de bombes et de missiles destinés à un éventuel engagement armé. La densité est en fait fonction des impératifs liés aux opérations qui nous sont donc communiqués par les pilotes. À l'heure actuelle, nous opérons de jour, donc les activités sont relativement aisées pour certaines spécialités, mais très intenses par contre pour d'autres, comme par exemple les armuriers, qui ont beaucoup de travail de par les avions qui doivent être réarmés d'une part, mais également pour ce qui est des changements de configuration, informations qui sont communiquées en règle générale assez tard, voire 12 heures à l'avance. Que l'on soit en opération ou simplement en Belgique, les bases aériennes sont toujours sévèrement gardées. La protection sur la base est organisée, d'abord vous avez un accès au contrôle, accès personnel, accès véhicule, assuré par le personnel de garde. Ce dispositif est renforcé par les policiers d'aérodrome qui sont sur base et qui interviennent en cas d'intrusion ou en cas de problème. Comme policier d'aérodrome, je dois faire la sécurité de la base, tout ce qui est circulation, code de la route, sécurité des infrastructures, du personnel. Quand il y a un accident, nous intervenons, établir le constat, sécuriser l'accident. Tous les jours matin, nous avons une patrouille basse, comme nous appelons ça. Donc on fait un tour de toute la base. On va aller faire un tour sur la ligne d'avion, voir s'il n'y a personne qui se trouverait près des avions et qui ne doit pas y être. Halte! Levez les bras. Allongez-vous sur le sol. L'individu pensait photographier quelques avions, mais il n'est pas allé bien loin. D'ici Spuma, nous avons intercepté l'individu à Juzan et nous demandons un renfort du GDO pour faire un suivi de la zone. Over. Oui, bien compris le message. Ce dispositif est également renforcé par un système de QRF, donc Quick Reaction Force, donc une section qui intervient afin de soutenir donc le personnel présent lorsqu'ils sont confrontés à un problème. Ouais, les gars! On est en fait beaucoup sur tout ce qui est défense d'aérodrome. Donc on fait tout ce qui est justement renfort comme les QRF ou toutes ces choses pour les intruders, donc pour les personnes qui s'infiltreraient sur les bases, tout ce qui est le terrorisme aussi pour les avions. On est essentiellement en support pour tout ce qui est police et on apporte un aspect beaucoup plus tactique, donc tout ce qui est plus tactique militaire pour les domaines militaires que la police civile ou d'autres organismes. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, on a intercepté l'individu ici à l'arrière du shelter. D'après lui, il serait passé au-dessus de la barrière de Juzan et il serait rentré sur base par là pour venir voir les F-16 qu'il entendait tourner. Et il était seul D'après lui, oui. Ok, ça marche. Jack, il faut aller checker à la barrière. En fait, il est passé par la barrière. Apparemment, il était seul, mais on va checker ce côté-là. Okay. Jean-François, check les bosquets là-bas dans le fond. Nous n'allons pas directement intervenir avec des armes si ce sont des civils qui se promènent sur base, rien que pour photographier un avion. Donc nous interceptons les individus, mais en fonction de la menace, nous adaptons aussi notre comportement. Au planning de l'escadrille, d'importants changements s'annoncent. L'Ops assistant les passe d'abord en revue avec les pilotes eux-mêmes. Ok Gringo, le problème est pour Benji, il a un problème donc de QRA le 22, c'est un dimanche. Tu sais voir dans ton agenda si éventuellement tu saurais le remplacer? C'est un dimanche, c'est ça?
Un dimanche, oui. Ouais, ça va. Ça me dérange pas. Ça ne te dérange pas? Tu me mets off le lendemain alors? Je te mets off le lendemain. C'est lequel? Ok, Roger. Ça va. Parfait, merci. Il faut changer parfois les heures parce que ça ne s'arrange pas, ou un avion est tombé en panne, on ne parvient pas à l'avoir, ou on a un delay, il y a plein de petits paramètres qui font que parfois ça ne se déroule pas correctement. Pour exécuter un vol, le pilote doit introduire un plan de vol. Il a pour cela besoin de renseignements complémentaires comme la notice to airman, des informations qui signalent d'éventuels obstacles dans l'espace aérien. Ces données sont préparées par l'Aeronautical Information Service. Les Allemands sortent leur notice to airmen pour leur propre pays, les Hollandais la même chose, la Belgique la même chose, la France aussi. Donc nous allons rechercher dans ces databases tous les NOTAM qui sont actifs et qui sont un danger potentiel pour les pilotes. C'est un fax qui nous prévient qu'il y a 3 zones qui seront actives demain pour les UAV en fait. Donc de cette information-là, je vais le rentrer dans ma base de données pour pouvoir après le sortir en briefing pour l'indiquer dans la carte pour que les pilotes puissent éviter cette zone-là en fait. Ce notice to airman, je vais le dessiner sur la carte de navigation pour que les pilotes puissent, en préparant leur mission, l'éviter. À l'escadrille, les planificateurs de mission préparent les vols avec les pilotes. Notre boulot, ça consiste à fournir un support aux pilotes juste avant leur mission. La première partie, nous allons fournir une carte aéronautique au pilote sur laquelle il va retrouver sa navigation, tous les obstacles du jour, les aéroports de diversion qui sont susceptibles de l'accueillir tout au long de son parcours en cas de problème. Deuxième partie du boulot, nous allons effectuer tout un tas de calculs concernant sa mission, les temps de passage, consommation de carburant, des calculs d'armement, trouver le meilleur profil d'attaque pour arriver sur les objectifs qui sont prédéterminés. Tous ces calculs, tous ces paramètres vont être transférés dans une carte mémoire qui s'appelle une méga DTC. Il fiche ça dans l'avion et tout est transféré dans le système de navigation du F-16. Le plan de vol de la journée est introduit. Le crew chief exécute son pre-flight check pendant 1h30 environ. Au moindre problème, lui-même ou le pilote peut maintenir un avion au sol. Le 107 est défectueux. Fuite hydraulique. Porte-main gauche, actuateur. Je vais appeler l'intervention, c'est bien. Allô, Peter à l'appareil? Le FA-107 QRZ, fuite hydraulique, porte-main gauche, actuateur. Ok, salut. Une fuite hydraulique, Peter? Oui, le 107 hydraulique leak. Je vais envoyer Pennemans et Clearings. Ok, c'est parfait, merci. Il y a 2 sortes d'entretiens, correctifs ou programmés. Pour l'entretien correctif, on fait appel à nous, le flight intervention, pour résoudre la moindre panne dans les plus brefs délais, c'est-à-dire moins de 2 jours. Notre crew chief nous a dit ce matin que lors d'une tournée pre-flight, il avait constaté une fuite hydraulique à hauteur du door actuateur gauche. Nous venons de contrôler cela. L'actuateur doit être remplacé. Je suis d'ailleurs occupé à le désolidariser. Nous pourrons en remonter un nouveau et le tester. En règle générale, ce sont les mêmes spécialités pour l'entretien correctif ou programmé. Mais pour le correctif, la pression est nettement plus forte. Nous devons absolument détecter la panne et la résoudre dans les plus brefs délais. Ce PC contient toute la documentation technique relative à l'avion. Nous pouvons à tout moment la consulter pour rechercher des solutions aux problèmes que nous rencontrons ou pour trouver des pièces de rechange déterminées. On nous consulte lorsque subsiste le moindre doute quant à la capacité de vol d'un avion. Nous examinons la situation, puis l'avion nous est confié pour réparation ou non.
Voilà, les réglages semblent bons, l'aérodynamique est au point. Pour moi, ce F-16 peut reprendre l'air. Pour nous, chaque détail compte. N'oubliez donc jamais que dans le ciel, il n'y a pas de bande d'arrêt d'urgence. Donc, tout ce qui quitte le hangar doit être en état impeccable. Eflux, Magic 9-1. Magic 9-1, this is Eflux, go ahead. Magic 9-1 has a unidentified aircraft entering in the Belgium airspace. Confirm you have more information. En Belgique, 2 F-16 entièrement armés se tiennent prêts en permanence à exécuter leurs tâches de police aérienne. Le Recreation Alert est un vestige de la guerre froide. Mais depuis les attentats du 11 septembre 2001, ce dispositif d'alerte et de sécurité demeure plus que jamais d'actualité. TPO DMC, can you give me a situation report, please? I have a Comalos, track number Hotel Alpha 564, position Fox 064, Comalos. That track Hotel Alpha 564. FA, contact the Fireco at the Keok to scramble 2 F-16s QRA Klein Brogel, heading 180. Target is low, level, position Fox 0614. Call me back when you have contact. Limelight, this is Eflux FA. Request to scramble 2 F-16s out of Kleine Brogel. Copied. MC, scramble is approved. QNH 1013, clear for takeoff, wind calm. Le QRA est sollicité régulièrement lorsque des avions dépourvus de communication à bord, par exemple à cause d'une panne technique, pénètrent notre espace aérien. Nous nous entraînons pour ces cas précis. Au simulateur de vol, nous pouvons représenter un autre avion. Et ici même, le pilote devra tenter de s'approcher suffisamment de l'appareil pour voir quel est le problème. Il devra essayer de faire comprendre au pilote par des signes qu'il y a un problème de communication. D'ici, nous commandons l'avion que le pilote est occupé à intercepter. Nous pouvons le faire voler comme on veut. Si je veux le faire monter plus au nord, j'appuie sur le 0 et il vire vers le nord. Nous pouvons adapter très facilement l'altitude. On peut dire par exemple 15 pieds et l'avion montera jusqu'à 15 000 pieds. Oula, il l'a abattu. Ici, nous nous entraînons avec des scénarios de procédure d'urgence. Le vol aux instruments, mais parfois aussi des scénarios tactiques. Nous pouvons également couper le moteur sans que cela ait de graves conséquences. Évidemment, dans la réalité, c'est impossible. Mais ici, le pilote s'entraîne aussi souvent qu'il le désire. Et si cela devait arriver lors d'un vol réel, il serait au moins bien préparé. Les relations avec le personnel navigant sont très bonnes. Ils nous manifestent beaucoup de gratitude parce que nous sommes avant tout là pour les aider. Tout d'abord, lors de leur formation. Deuxièmement, parce que nous leur donnons souvent des conseils sur les points qui doivent retenir leur attention. Car nous voyons tout ce qu'ils font. Quand on s'entraîne sur des scénarios d'urgence, il arrive souvent d'oublier quelque chose. Nous leur signalons et ils s'en montrent très reconnaissants. Bra 247191000, strength 3. Nous suivons de nombreuses séances de recyclage. Chaque nouveau système installé à bord signifie pour nous un nouveau défi et l'obligation d'apprendre à nouveau pour maîtriser ces systèmes aussi vite que possible afin de transmettre ces connaissances aux autres pilotes dans les plus brefs délais. Ce qui me motive le plus, c'est cette proximité entre l'instructeur et les équipages. Nous sommes vraiment à côté des pilotes. Je pourrais presque dire que nous faisons partie de leur vie de pilote. Être si proche de tout ce qui vole est vraiment fascinant. Un pilote qui est envoyé en opération peut d'abord venir se préparer chez nous parce que nos infrastructures sont munies de tous les systèmes que le pilote aura lui-même à bord. Cela signifie qu'il peut venir s'entraîner sur des systèmes déterminés avant son départ en opération. C'est fréquent. La sécurité d'une base est d'une importance vitale pour le personnel et le matériel.
Avec d'autres nations, l'unité belge dite de Force Protection assure la sécurité au sol. Nous avons exactement le même travail en opération à l'étranger, à part que le facteur risque est plus élevé et que les dispositions de protection et de sécurisation donc du périmètre sont beaucoup plus élevées à l'étranger, mais la mission proprement dite est exactement la même. Un des appareils QRA a connu un ennui technique en vol. Il prend contact avec la tour de contrôle. Approach, this is Alpha Lima 01, position 5 miles north of base. Have EPU running. Request to proceed high key for priority landing. Alpha Lima 01, Clanbrowell Towers. Report low key 4,500 feet. Checking for high key. Allô, ici la tour, que se passe-t-il? Un avion du QRA avec hydrazine est sur le point d'arriver. Ok, merci. Attention, attention, EPU firing, QRA, avion QRA. Un avion est arrivé avec un EPU running. Il peut s'agir d'un problème de moteur hydraulique. Il a été relancé avec EPU pour qu'il puisse atterrir en sécurité. Nous allons maintenant sécuriser l'appareil de façon à ce que le pilote puisse en sortir. Pas d'hydrazine détectée. Ok, merci. Il n'y a pas d'hydrazine nocive dans l'air. Le pilote peut quitter l'appareil en toute sécurité. La crash crew tractera l'appareil jusqu'à l'unité d'intervention où se déroulera l'inspection approfondie. Entre-temps, l'appareil suivant est annoncé. L'entraînement est terminé. Le crew chief Patrick se prépare à recevoir l'appareil et son pilote. 95 a atterri. 95 atterri. L'avion rentre de mission, il a volé 1 heure. Je vais maintenant exécuter un recovery check, puis Untrue Flight BPO, le dernier vol de la journée. Après l'ultime vol de la journée, nous exécutons encore un True Flight BPO. Il y reste donc un Basic Post-Flight. Ce n'est qu'après le tout dernier vol que nous réalisons ces quelques vérifications complémentaires. On se glisse dans l'échappement. Plusieurs panneaux sont ouverts qui n'ont pas été vérifiés durant les contrôles précédents. C'est à ça que sert le Basic Post-Flight. Voilà, c'est l'échantillon d'huile qui est prélevé après chaque vol. Un examen permet de détecter une usure anormale du moteur. Tiens Walter, 95 est en ordre, n'est-ce pas? Pour les crew chiefs et le planning, la journée prend fin. Pas de repos pour les techniciens, le travail se poursuit. Demain est un autre jour, durant lequel les pilotes vont s'entraîner, perfectionner leurs qualifications ou exécuter des missions opérationnelles. Sans l'engagement et le dévouement du personnel non navigant, aucun avion ne serait opérationnel. C'est grâce à ce réseau de professions bien spécifiques que nos pilotes sont et demeurent mission ready. Cet été promet d'être spectaculaire. Les 6 et 7 juillet, la Défense organise l'International Air Show à Coxyde avec les Thunderbirds, la Patrouille de France et de nombreuses autres formations. Et ce n'est pas fini. Les 9 et 10 juillet, la Marine vous accueille aux Journées de la Flotte à Zeebruges. Entrée gratuite. Embarquement possible à bord de navires belges et étrangers. Defense at Sea, les 6 et 7 juillet à Coxyde et les 9 et 10 juillet à Zeebruges.